Partie 4. Ce visage, si exalté et si fascinant, était celui d'un jeune homme d'environ 24 ans. Il était mince, délicat, un peu allongé et par là si expressif. Tout comme les mains, il n'avait rien de viril, semblant plutôt appartenir à un enfant jouant avec passion. Mais je ne remarquai tout cela que plus tard, car pour l'instant, ce visage disparaissait complètement sous une expression frappante d'avidité et de fureur. La bouche mince, ouverte et brûlante, découvrait à moitié les dents. À une distance de 10 pas, on pouvait les voir s'entrechoquer fiévreusement, tandis que les lèvres restaient figées et écartées. Une mèche de cheveux mouillés d'un blond lumineux était collée au front. Elle tombait sur le devant comme quelqu'un qui faisait une chute et un tremblement ininterrompu frémissait tout autour des narines, comme si de petits visages invisibles ondulaient sous la peau. Et cette tête, toute penchée en avant, s'inclinait inconsciemment de plus en plus vers l'avant, si bien qu'on avait le sentiment qu'elle était entraînée dans le tourbillon de la petite boule. C'est alors seulement que je compris la crispation convulsive de ses mains. Par cette seule contrepression, par cette seule contraction, le corps arraché à son centre de gravité se tenait encore en équilibre. Jamais encore, il faut sans cesse que je le répète, je n'avais vu un visage d'où la passion jaillissait tellement à découvert, si bestial dans sa nudité effrontée, et j'étais tout entière à le regarder, ce visage, aussi fasciné, aussi hypnotisé par sa folie que par ses regards l'étaient par le bondissement et les tressautements de la boule en rotation. À partir de cette seconde, je ne remarquai plus rien dans la salle. Tout me paraissait sans éclat, terne et effacé, tout me semblait obscur en comparaison du feu jaillissant de ce visage. Et sans faire attention à personne d'autre, j'observai peut-être pendant 1 heure ce seul homme et chacun de ses gestes. Une lumière brutale étincela dans ses yeux, la pelote convulsée de ses mains fut brusquement déchirée comme par une explosion, et les doigts s'écartèrent violemment en frémissant lorsque le croupier poussa vers leur avide étreinte 20 pièces d'or. Dans cette seconde, le visage s'illumina soudain et se rajeunit totalement, les plis s'effacèrent, les yeux se mirent à briller, le corps contracté en avant se releva clair et léger. Il était devenu souple comme un cavalier porté par le sentiment du triomphe. Les doigts faisaient sonner avec vanité et amour les pièces rondes. Il les faisait glisser l'une contre l'autre, les faisant danser et tinter comme dans un jeu. Puis il détourna de nouveau la tête avec inquiétude, parcourut le tapis vert comme avec les narines flaireuses d'un jeune chien de chasse qui cherche la bonne piste, et soudain, d'un geste rapide et nerveux, il versa toute la poignée de pièces d'or sur un des rectangles. Et aussitôt recommença cette attitude de guetteur, cette tension. De nouveau partirent des lèvres ces mouvements de vagues aux vibrations électriques. De nouveau les mains se contractèrent, la figure d'enfant disparut derrière l'anxiété du désir, jusqu'à ce que, à la manière d'une explosion, la déception vint dissoudre cette crispation et cette tension. Le visage, qui un instant plus tôt faisait l'effet de celui d'un enfant, se flétrit, devint terne et vieux, les yeux furent mornes et éteints, et tout cela dans l'espace d'une seule seconde, tandis que la boule se fixait sur un numéro qu'il n'avait pas choisi. Il regarda fixement d'un air presque stupide, comme s'il n'eût pas compris, mais aussitôt, au premier appel du croupier, comme stimulé par un coup de fouet, ses doigts agrippèrent de nouveau quelques pièces d'or. Toutefois, il n'avait plus d'assurance. D'abord, il plaça les pièces sur un rectangle, puis, changeant d'idée, sur un autre, et, tandis que la boule était déjà en rotation, il lança vite dans le rectangle d'une main tremblante, obéissant à une soudaine inspiration, encore 2 billets de banque chiffonnés. Cette alternance, ce mouvement palpitant de perte et de gain, dura sans arrêt environ 1 heure, et pendant cette heure, je ne détournai pas même le temps d'un soupir mon regard fasciné par ce visage continuellement transformé, où passait le flux et le reflux de toutes les passions. Je ne les quittais pas des yeux, ces mains magiques dont chaque muscle rendait plastiquement toute l'échelle des sentiments, montant et retombant à la manière d'un jet d'eau.
Jamais au théâtre je n'ai regardé avec autant d'intérêt le visage d'un acteur que je le fis pour cette figure où se succédaient sans cesse, par à-coups, comme la lumière et les ombres sur un paysage, les couleurs et les sensations les plus changeantes. Jamais je ne m'étais plongé dans un jeu aussi entièrement que dans le reflet de cette passion étrangère. Si quelqu'un m'avait observé à ce moment-là, il aurait pris forcément la fixité de mon regard d'acier pour une hypnose, et c'était bien aussi à cela que ressemblait mon état d'engourdissement complet. J'étais incapable de détourner mon regard de ce jeu d'expression. Et tout ce qui se passait confusément dans la salle, lumière, rire, êtres humains et regards, flottait autour de moi comme une chose sans forme, comme une fumée jaune au milieu de laquelle se dressait ce visage, flamme parmi les flammes. Je n'entendais rien, je ne sentais rien, je ne voyais pas les gens qui se pressaient autour de moi, ni les autres mains se tendre brusquement comme des antennes pour jeter de l'argent ou pour en ramasser par poignées. Je n'apercevais pas la boule ni n'entendais la voix du croupier, et pourtant je voyais, comme en un rêve, tout ce qui se passait, amplifié et grossi par l'émotion et l'exaltation dans le miroir concave de ses mains. Car pour savoir si la boule tombait sur le rouge ou sur le noir, roulait ou s'arrêtait, je n'avais pas besoin de regarder la roulette. Chaque phase, perte ou gain, attente ou déception, s'imprimait en traits de feu dans les nerfs et dans les expressions de ce visage dominé par la passion. Mais alors arriva un moment terrible, un moment qu'en moi-même j'avais redouté déjà sourdement pendant tout ce temps, un moment qui était suspendu comme un orage au-dessus de mes nerfs tendus et qui soudain les fit se rompre. De nouveau la boule s'était amortie avec de petits bruits de claquets dans sa ronde carrière. De nouveau palpita cette seconde pendant laquelle 200 lèvres retinrent leur souffle jusqu'à ce que la voix du croupier annonça cette fois-ci 0, tandis que déjà son râteau-preste ramassait de tous les côtés les pièces sonores et le crissant papier. À ce moment-là, les deux mains décontractées firent un mouvement particulièrement effrayant, elles bondirent comme pour saisir quelque chose qui n'était pas là, puis elles s'abattirent, presque agonisantes, sur la table, n'étant plus qu'une masse inerte. Mais ensuite, elles reprirent soudainement vie encore une fois, elles coururent fiévreusement de la table au corps dont elles faisaient partie, grimpèrent comme des chats sauvages le long du tronc, fouillant nerveusement dans toutes les poches, en haut, en bas, à droite et à gauche, pour voir s'il n'y aurait pas encore quelque part, comme une dernière miette, une pièce de monnaie oubliée. Mais toujours elles revenaient vides, toujours elles renouvelaient plus ardemment cette recherche vaine et inutile, tandis que déjà le plateau de la roulette s'était remis à tourner et que le jeu des autres continuait, que les pièces de monnaie tintaient, que les sièges remuaient et que les 1000 petits bruits confus remplissaient la salle de leur rumeur. Je tremblais toute secouée d'horreur, tellement je participais malgré moi à tous ces sentiments, comme si c'étaient mes propres doigts qui, là, fouillaient désespérément à la recherche de n'importe quelle pièce d'argent, dans les poches et les plis du vêtement tout chiffonné. Et soudain, une brusque saccade, l'homme se leva en face de moi comme quelqu'un qui se trouve subitement mal et qui se dresse pour ne pas étouffer. Derrière lui, la chaise roula sur le sol avec un bruit sec. Mais sans même le remarquer, sans faire attention aux voisins, qui, étonnés et inquiets, s'écartaient de cet homme chancelant, il s'éloigna de la table d'un pas lourd. À cet aspect, je fus comme pétrifié, car je compris aussitôt où allait cet homme à la mort. Quelqu'un qui se levait de cette façon ne retournait certainement pas dans un hôtel, dans un cabaret, chez une femme, dans un compartiment de chemin de fer, dans n'importe quelle situation de la vie, mais il se précipitait tout droit dans le néant. Même la personne la plus insensible de cette salle d'enfer aurait reconnu forcément que cet individu n'avait plus aucun appui ni chez lui, ni dans une banque, ni chez des parents, qu'il avait joué ici son dernier argent et sa vie même, et que maintenant, de ce pas trébuchant, il s'en allait ailleurs, n'importe où, mais à coup sûr hors de l'existence. J'avais toujours craint, et dès le premier moment je l'avais magiquement senti, qu'ici ne fût en jeu quelque chose de supérieur au gain et à la perte. Et cependant, ce fut comme un noir coup de foudre qui éclata en moi lorsque je constatai que la vie quittait brusquement les yeux de cet homme et que la mort mettait son teint livide sur ce visage encore débordant d'énergie l'instant d'avant. Malgré moi,
tellement j'étais sous l'emprise de ses gestes expressifs, je dus me cramponner avec la main pendant que cet homme se levait avec peine de sa place et chancelait, car sa démarche titubante passait maintenant dans mon propre corps, comme auparavant son excitation était entrée dans mes veines et dans mes nerfs. Mais ensuite, ce fut plus fort que moi. Quelque chose m'entraîna. Sans que je l'aie vu, mon pied se mit en mouvement. Cela se fit d'une manière absolument inconsciente. Ce n'était pas moi qui agissais, mais quelque chose en moi fit que, sans faire attention à personne, ni sans avoir conscience de mes propres mouvements, je courus vers le vestibule pour sortir. Il était au vestiaire. L'employé lui avait apporté son pardessus. Mais ses bras ne lui obéissaient plus. Aussi le préposé, très empressé, l'aida, comme un infirme, à passer péniblement les manches. Je le vis porter machinalement ses doigts à la poche du gilet pour donner un pourboire, mais après l'avoir tâté jusqu'au fond, ils en sortirent vides. Alors il parut soudain se souvenir de tout, il balbutia quelques mots embarrassés à l'employé, et tout comme précédemment, il se donna une brusque saccade en avant, puis, comme un homme ivre, il descendit en trébuchant les marches du casino, d'où l'employé le regarda encore un moment avec un sourire d'abord méprisant avant de comprendre. Cette scène était si bouleversante que j'eus honte de me trouver là. Malgré moi, je me détournai, gêné d'avoir vu, comme au balcon d'un théâtre, le désespoir d'un inconnu, mais soudain cette angoisse incompréhensible qui était en moi me poussa à le suivre. Vite, je me fis donner mon vestiaire, et sans penser à rien de précis, tout machinalement, tout instinctivement, je m'élançai dans l'obscurité sur les pas de cet homme.